On lui avait dit que c'était impossible pour lui de pratiquer le sport de haut niveau, mais il a fait. Non-voyant depuis l'âge de 5 ans, Alhaji Ba pratique le sprint malgré son handicap. Athlète hors du commun, il aime et sait donner des leçons de courage. Le sport dans le sang, son palmarès est impressionnant. 2 médailles de bronze, respectivement aux Jeux Olympiques et aux Championnats du monde, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze aux Championnats d'Europe, médaille d'or aux Championnats de France. Demandez-lui d'aller toujours plus vite et il vous expliquera les rudiments de la course dans la peau d'un non-voyant. Bonjour Alhaji, vous venez de loin et vous avez fait le déplacement jusqu'ici à Paris pour nous raconter votre histoire, parler de votre parcours en tout cas. Merci pour cela. Ben, de rien, oui, c'est un petit voyage pour venir jusqu'à Paris. Ça me fait bizarre parce qu'habituellement je suis parisien, mais j'ai déménagé. Alors vous avez une histoire incroyable à raconter à nos téléspectateurs. Nous allons commencer par votre enfance. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous aviez 3 mois? Alors, moi je suis né au Sénégal, donc à l'âge de 3 mois, je débarque à Paris en mars 1974. Et à partir de là, ma vie française et parisienne commence. Et on découvre quasiment 1 an plus tard que je suis atteint d'une maladie qui s'appelle le rétinoblastome, qui est en fait le cancer de la rétine, très exactement. Et donc, il faut me soigner. Et donc, on a essayé de me soigner. J'ai été suivi par différents hôpitaux. Et puis, au final, par l'Institut Curie, qui est un institut qui est spécialisé dans le traitement du cancer en général. Et, mais je perds d'abord un œil, puisque la maladie fait que ça touche la rétine d'abord, donc on perd la vue. Et le deuxième œil a été touché. Et donc il a fallu me réopérer. Avant ça, on m'a fait des séances de ce qu'on appelle de la radiothérapie. C'est un peu ce qu'on fait de la chimiothérapie aujourd'hui, mais à l'époque, la chimiothérapie, on ne la faisait pas. On faisait que de la radiothérapie. Et à l'âge de 5 ans, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autre solution que de me réopérer une dernière fois. Et on savait que j'allais perdre totalement la vue. Et donc j'ai perdu la vue vraiment totalement à l'âge de 5 ans, parce que j'ai passé mon anniversaire à l'hôpital. D'accord. Est-ce qu'on connaît la cause de cette maladie? Alors c'est une maladie génétique. Pour savoir d'où elle vient, il faut remonter les chaînons. Sauf qu'on ne sait pas si je suis le premier chaînon ou si c'est une maladie qui m'a été transmise à l'époque. Et ça, pour le faire, c'est assez compliqué parce qu'il faut... il aurait fallu qu'on fasse des tests auprès de mes parents, de mes grands-parents et ainsi de suite, pour savoir d'où ça vient. Mais voilà. Mais aujourd'hui, on sait la traiter assez tôt. C'est une maladie infantile. Donc on peut la traiter quasiment à la naissance de l'enfant et gérer après la perte de vue. Voilà. Mais vous, malheureusement, dans votre cas, après 5 opérations, vous avez perdu la vue. Est-ce que vous étiez préparé à ça? Alors moi, je ne l'étais pas. Alors, je ne sais pas que je l'étais pas, c'est que je l'étais. Je ne savais pas exactement ce qui m'arrivait. Je savais que je perdais la vue petit à petit, puisque j'ai perdu la vue en maternelle. Et quand j'étais en maternelle, il y a des choses que je faisais au début, les premières années de maternelle. Et puis, juste avant la dernière opération, il y a des choses que je n'arrivais plus à faire seul. Et puis des choses que je ne voyais plus. Et la chance que j'ai eue, c'est que l'institutrice que j'avais en maternelle en dernière année, qui s'appelle Anne, a été formidable. C'est d'ailleurs aujourd'hui c'est encore une amie, puisque c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé contact, et avec elle et ses enfants. En fait,
Anne a fait tout un travail avant que je perde la vue, un travail sur les couleurs, la lumière, les volumes, ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne vois pas, mais j'arrive à imaginer les choses, les lieux où je me trouve, à imaginer les couleurs aussi. Et, et en fait, elle m'explique que avant de me faire opérer la dernière fois et avant cette consultation pour dire qu'il faut que je me fasse opérer, en fait, j'étais en classe avec elle et elle racontait des histoires. Et ces histoires, au départ, ben, moi j'étais avec tous les enfants assis face à elle et on écoutait l'histoire. Elle nous montrait les images de loin et puis ben, moi je regardais comme les enfants. Et plus l'année avançait, plus je m'approchais en fait d'elle pour voir les images. Et, à un moment donné, ben, j'étais même carrément sur ses genoux pour pouvoir regarder les images qu'elle nous décrivait, même si c'était des images qu'on connaissait par cœur. Hein. Et un jour, elle raconte une histoire où il y a un oiseau dans un arbre. Et elle montre l'image à tout le monde. Et moi, quand je vois l'image, je lui dis, mais il n'y a pas d'oiseau dans l'arbre. Et là, elle me dit, si, il y a un oiseau dans l'arbre, mais donc tu ne le vois pas. Et c'est là où on a tiré la sonnette d'alarme pour dire, ben voilà, il y a vraiment un problème. Et effectivement, il y avait un problème. Et donc, il a fallu passer par la case opération. Et comment vous vivez au quotidien avec ce handicap? Alors, au début, j'ai appris à vivre avec. On va dire que j'ai subi parce que moi je comprenais pas ce que c'était et c'est petit à petit que j'ai appris que c'était un handicap, que j'arrivais pas à faire les choses comme les autres, mais je voulais faire les choses comme les autres. Donc c'est un peu comme ça que l'athlé aussi est arrivé parce que alors on en parlera après de l'athlé. Oui, non, mais je veux dire que c'est parce que je suis en école pour déficients visuels. Et on fait du sport comme tout un chacun. Et donc, on m'apprend à vivre avec ce handicap et à exploiter les failles de cet handicap pour pouvoir avancer, en fait. C'est pas, pour moi, ça n'a pas été... je crois que je ne me souviens pas que c'est été une fatalité. Ça a surtout été une fatalité pour mon entourage, mais pas trop pour moi, en fait. D'accord. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face au quotidien? Quand je suis petit dans la vie en général, en tant que non-voyant, oui. Ben les difficultés, c'est alors beaucoup dans le déplacement parce que on n'est pas forcément aidé. Parce qu'on parle de Paris, mais il n'y a que Paris. Il n'y a pas que Paris. Partout, dans toutes les grandes villes, on a ces problèmes de déplacement, que ce soit des poteaux au milieu du trottoir, des panneaux d'affichage, des voitures garées sur le trottoir. Ça, c'est le quotidien de toute personne déficiente visuelle et en situation de handicap. Parce qu'une personne en fauteuil, une voiture mal garée sur un trottoir ne peut pas se déplacer sur le trottoir. Elle est obligée de descendre, de se mettre en danger sur la route pour pouvoir après remonter sur le trottoir. Donc c'est un problème dû au handicap en général, pas que vraiment que pour les personnes en situation de handicap visuel. Mais voilà, on a après à faire face à des personnes qui ne comprennent pas trop le handicap, alors donc on est obligé un peu de leur expliquer, mais après, bon, on essaye de vivre avec ça et d'expliquer aux gens que le handicap n'est pas une fin en soi. Et le regard des autres alors? Alors quand j'étais petit, j'avais un peu, on va dire que j'étais mal à l'aise par rapport au regard des gens. Ce que je me disais que je me tenais pas forcément bien par rapport à eux, j'avais pas une bonne posture ou un truc comme ça, et donc j'étais pas forcément très à l'aise, mais petit à petit on m'a mis justement à l'aise, et c'est pour ça aussi que je dis que même en sport ça a été très compliqué. Au début les compétitions, j'étais pas à l'aise sur une piste d'athlé, parce que je faisais du 100 mètres, et à l'époque le 100 mètres on le faisait un par un. Et c'était le fait de me regarder, quand je me disais, mais attends, mais tout le monde me regarde. J'étais
totalement crispé, en fait. Après, quand je suis monté sur des distances beaucoup plus longues, et puis quand le 100 mètres s'est retrouvé, on courait à 4 athlètes, 4 guides, j'étais beaucoup plus à l'aise parce que je savais que j'étais pas tout seul à être regardé. Donc voilà, ça m'a toujours un petit peu poursuivi, mais aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire que avant, j'avais un peu de mal à me déplacer tout seul dans la rue. Je ne savais pas comment les gens allaient réagir en me voyant marcher avec une canne et tout. Mais aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là. J'ai pas de problème avec le regard des gens. En tout cas, vous menez une vie normale, vous êtes Oui. en couple, avec des enfants, C'est ça. et vous avez aussi des loisirs que vous pratiquez. D'ailleurs, il y a un domaine dans lequel vous vous êtes bien illustré, vous avez excellé, c'est le sport. Vous en parliez déjà, hein, l'athlétisme. C'est ça. Voilà. Alors, à quel âge vous avez découvert le sport? Alors moi, j'ai découvert le sport à l'âge de 7-8 ans d'abord, parce que j'en faisais en EPS avec, à l'école, hein, l'Institut des jeunes aveugles, qui se trouvait à l'époque à Saint-Mandé. Donc c'était plus de l'EPS comme tous les enfants en font encore aujourd'hui, hein, cours de ce qu'on appelait nous les cours de gym, mais on faisait un peu d'athlétisme adapté, on faisait de la gym adaptée, on faisait du travail d'expression corporelle, comme on appelait ça aussi à l'époque. Et ensuite, à l'âge de 9 ans, le prof de PS s'est rendu compte que j'avais des petites capacités en athlétisme, donc il m'a proposé de faire de l'athlé avec les éducateurs de l'Institut. Donc j'ai commencé à faire un peu d'athlétisme avec eux, alors surtout du 100 mètres et de la longueur à l'époque. Et 2 ans après, donc à l'âge de 10 ans et demi, 11 ans, j'ai voulu continuer l'athlé. Je faisais aussi du judo, déjà à l'époque. Mais je voulais faire de l'athlé parce que j'avais suivi les Jeux Olympiques. Pour la première fois, je suivais les Jeux Olympiques à la radio, en 84. C'était les Jeux de Los Angeles. Et on découvre un très très grand athlète, Carl Lewis. Et je disais, mais moi je vais faire comme lui, parce que lui il fait du 100 mètres, il fait de la longueur, je vais faire comme lui. Alors je ne savais pas ce que c'était, hein, les Jeux Olympiques. Pour moi c'était, on voyait les gars courir, sauter, lancer, faire d'autres sports et tout, mais je me disais pas, oui, il faut s'entraîner tous les jours, se faire mal tous les jours, faire attention à ce qu'on mange, bien dormir, ça c'était pas du tout dans mon truc de base. Mais j'ai dit, j'aimerais faire comme Carl Lewis. Et ensuite, j'ai dû arrêter parce que je suis changé d'internat où on n'avait pas d'athlé en AS régulier. Donc j'ai arrêté pendant 4 ans et au bout de 4 ans, j'ai le prof de PS, encore une fois, les profs de PS sont très importants hein, dans ma vie. Le prof de PS m'a proposé avec 2 autres copains d'aller à une compétition. Et à cette compétition, on a rencontré une personne qui avait, comme par hasard, été mon moniteur de colo, étant petit. Ça faisait 10 ans que je ne l'avais pas vu. Et donc, lui, il est prof de PS dans un institut spécialisé à Nancy. Et il nous propose de venir faire une compétition qu'il organise chaque année à Vittel, où on peut continuer à faire un peu d'athlé, puisque là, on n'avait pas la possibilité d'en faire autrement. Donc, on a été à cette compétition, et à cette compétition, en fait, c'est là où je me suis réellement découvert sur différentes distances et différentes disciplines. Et il nous a proposé de faire les championnats de France qu'il organisait lui-même. Et pendant ces championnats de France, on a été repéré par celui qui était le sélectionneur de l'équipe de France en e-sport, qui s'appelle Jean Minier. Et Jean s'est proposé de nous entraîner, parce qu'on était 3 on avait des capacités. Et donc il a commencé à nous entraîner tous les 3. On a fait venir d'autres élèves de l'Institut avec nous. On a formé un petit groupe d'entraînement. Il m'a présenté à un de ses amis qui m'a servi de premier guide.
Et donc, au départ, c'était vraiment du sport, on va dire du sport loisir. Et en même temps, j'ai fait de l'athlé parce que l'athlé, c'est le seul sport qui me permettait de m'exprimer. C'est-à-dire qu'un aveugle, naturellement, ne court pas. Et le fait de pouvoir courir avec un guide, ça nous permet ça nous permettait de courir, d'être libre dans nos gestes et d'aller en allant vite, hein, tout simplement. Et ça, c'est ce que j'ai tout de suite aimé. Et donc, j'ai dit, faut que je continue l'athlé. Donc, j'ai continué. Et au bout de 3 ans d'entraînement avec Jean, il m'a proposé d'aller m'entraîner avec un de ses amis qui était l'entraîneur national handisport à l'époque, qui s'appelle Olivier Degnaud, qui était aussi l'entraîneur d'un club qui s'appelle l'US Métro, qui est à Antony. Et Olivier m'a présenté un autre, un de ses athlètes, qui s'appelle Philippe, qui m'a servi de guide, qui a commencé à me servir de guide, et avec qui on a commencé à travailler. Et là, pour faire de l'athlé, on va dire toujours de loisir à la base, mais dans un esprit vraiment club. Là, je faisais beaucoup de loisirs, de l'amusement, on va dire. Et là, je suis rentré dans un esprit club, entraînement régulier, en essayant de faire quelques performances et ainsi de suite. Et au bout de 2 ans de travail avec Philippe, en plus, il faut savoir qu'à l'époque où je travaille avec Olivier et Philippe, donc il y a d'autres non-voyants qui courent avec moi en France, mais on est les seuls à aller loin dans l'entraînement, dans la préparation. Et il a fallu trouver des solutions pour courir vite, sans se gêner, parce que quand on court avec un guide, on court relié l'un à l'autre, et l'idée c'est de courir vite sans se gêner. Et comme à l'époque, on ne savait pas comment faire, parce qu'on n'avait aucune référence en France, on n'avait pas de référence, parce qu'aucun athlète non-voyant français n'avait participé à des compétitions internationales, donc il a fallu trouver des solutions pour aller vite. Ce qui a été très compliqué, parce qu'il a fallu trouver un langage entre le guide et l'athlète, un langage entre l'athlète et le coach, parce que c'est pas le même langage que le coach va avoir avec moi qu'il va avoir avec un athlète valide. Parce que si moi mon geste n'est pas juste, il ne va pas me dire tu fais ça et ton geste n'est pas bon, il faut que tu fasses comme ça. Il faut qu'il me dise exactement ce que j'ai fait et pourquoi il n'est pas bon et comment je dois me positionner. Et c'est ça qu'il a fallu trouver. Et donc c'était beaucoup d'heures d'engueulade au début. Ouais. Mais des engueulades constructives. C'est ça qui était intéressant. Alors, Aladi, je vais mettre une pause peut-être à la conversation. Ouais. Donc, au départ, c'était juste un loisir, l'athlétisme pour vous, mais finalement, ça se transforme en une carrière. Et ça devient une carrière ensuite. Voilà. Et vous allez rester dedans pendant 10 ans. Et en 10 ans d'activité, votre palmarès est époustouflant. Alors, c'est 10 ans de palmarès, mais c'est 15 ans de travail. 15 ans de travail. Ouais. Travail difficile, oui. Très intense. En parlant de palmarès, vous arrivez quand même premier au championnat de France en 2005 sur le 400 mètres. C'est bien ça? Alors, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que c'est alors? Dites-moi. Alors, si on part par le haut, on va dire, c'est 3 participations aux Jeux paralympiques, dont 2 médailles en 2000 et en 2004. Sur le 400 mètres, 2 médailles de bronze, c'est 5 participations au championnat du monde, dont 3 médailles sur... non, pardon, 2 médailles. c'est toujours... Je mélange toujours. C'est 2 médailles sur 400 mètres. 2 médailles d'argent, c'est ça? 2 médailles de bronze, au championnat du monde. Et au championnat d'Europe, c'est 4 participations au championnat d'Europe. 5 médailles, 2 de bronze sur le 200 mètres, 2 d'argent sur le 400 mètres et 1 de bronze sur le 400 mètres. Et au niveau France, en fait, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. C'est 10 ans champion de France du 400 mètres, quasiment 10 ans, ouais. 6 ou 7 fois champion de France du 100 mètres. 7 fois champion de France du 200 mètres et plusieurs fois champion de France en salle du 60 et 200 mètres. Waouh! Comment vous avez réussi à obtenir tous ces résultats?
malgré votre handicap? Ben, c'est le travail, justement, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est tout le travail qu'on a mis en place au départ, d'abord avec Philippe et Olivier, puis ensuite avec Denis, qui est devenu mon guide attitré. Aujourd'hui, on parle d'Aladji, on parle surtout d'Aladji et de Denis, parce que c'est celui avec qui on m'a vu le plus souvent, le plus longtemps. Et par exemple, avec lui, ça a été un travail de 10 ans, justement. Euh, et un travail quasiment millimètre, parce que ce qu'un valide va faire en une séance, nous, ça va demander quasiment 4, 5, 6 séances, puisqu'il y a le geste à faire, et puis il y a le ressenti du geste aussi. Et le ressenti n'est pas forcément le même quand on le voit et quand on ne voit pas. Donc il a fallu travailler sur le ressenti. Et c'est vrai pour même une personne en situation de handicap visuel, tout simplement. C'est-à-dire qu'un aveugle simple, classique, qui ne fait pas forcément de sport, ou même qui fait un autre sport, a besoin de ressentir les choses. Et pour les ressentir, ben, il faut qu'il les travaille une fois, 2 fois, 3 fois, et puis après, quand il arrive à assimiler ce ressenti, ben, il peut avancer. Et Aladji, on vous disait que c'était impossible pour un non-voyant de pratiquer le sport à haut niveau. Qu'est-ce que vous ressentiez face à ce jugement? Ben, alors, moi, on m'a sorti ça quand j'étais à l'institut. Au début, on me disait non, il faut que tu arrêtes l'athlétisme, ça ne sert à rien, et puis c'est dangereux. J'ai eu ce souci-là. C'est que on a, comme je disais tout à l'heure, créé un groupe d'entraînement, on a créé un mini-club d'entraînement. Et on est très vite passé d'une vingtaine à moins d'une dizaine d'athlètes, tout simplement parce que les parents avaient dit à leurs enfants que c'était trop dangereux. Donc moi, je me suis aussi mis... Alors, parce que quand je dis que je me suis mis à faire du sport de haut niveau, c'était pas une volonté. C'est pas moi qui... Je me suis dit, non, tiens, un jour je serai champion du monde, je serai champion ou pas. Non, c'était pas du tout... En fait, je suis tombé dedans vraiment par hasard. Ouais. C'est vraiment l'engouement, l'envie de m'entraîner. Et surtout, le fait que quand on se retrouve à 8 athlètes et que j'entends des élèves, des camarades me dire bah, j'ai arrêté l'athlé parce que mes parents m'ont dit que c'était trop dangereux, je me suis dit il faut qu'on montre qu'on est capable de faire du sport. Donc j'ai eu un leitmotiv qui était de montrer 3 choses. La première, dire à une personne en situation de handicap, tu es en situation de handicap, tu peux faire du sport, quel que soit ton handicap. Dire aux parents en situation de handicap, de personnes en situation de handicap, là, votre enfant est en situation de handicap, mais il peut pratiquer le sport. Et de dire au grand public, il existe des personnes en situation de handicap qui font du sport. Donc ces 3 leitmotifs m'ont poussé à continuer à faire de l'athlé. Et un jour, ben, on m'a appelé en équipe de France, et c'est mon entraîneur même qui m'a appelé, puisque lui-même était l'entraîneur national. Et ça a été un gros dilemme. C'est pour ça que je dis que je suis tombé là-dedans par hasard, parce que le jour où je rentre en équipe de France, moi je fais des études d'ingénieur du son, et je suis DJ. Et mon coach me dit, il va falloir que tu fasses un choix entre le DJing, la musique, travailler la nuit et t'entraîner. Parce que tu peux faire du sport aujourd'hui et reprendre la musique plus tard, mais l'inverse, tu peux pas. Et ça s'est terminé sur une engueulade, encore une fois. Et au bout de 15 jours, j'ai réfléchi, j'ai dit non, il a raison. Donc c'est comme ça que je me suis mis à faire du sport. Bon, après, je lui en ai beaucoup voulu, hein, parce que j'ai beaucoup eu mal aux jambes, aux bras. Ça fait partie du jeu. Mais en même temps, je suis content d'être passé par là. Bah, en tout cas, votre histoire montre qu'on peut être handicapé et faire du sport haut niveau, réussir. Le handicap n'est pas un frein à la réussite. Mais à quelles conditions? On va faire un petit rappel peut-être. À quelles conditions on peut exceller, on peut réussir malgré son handicap? Il faut beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail sur soi, travail de confiance. Alors, la confiance est essentielle, que ce soit la confiance en soi, mais la confiance en l'autre. Pourquoi? Parce que quand on court avec un guide, il faut avoir totalement confiance en lui. Alors, quand vous êtes sur un 400 mètres à près de 30 km/h,
à un moment donné, le guide, il faut qu'il soit hyper vigilant à ce que vous faites et pas forcément vigilant à ce qu'il fait lui, parce qu'il y a quand même des règles à suivre. Et quand on commence à courir avec quelqu'un, on ne fait pas une performance avec lui tout de suite. Parce qu'on cherche à savoir quels sont ses... surtout savoir comment il va réagir face au danger. Et dans quelle position il va me mettre si jamais il y a danger. Par exemple, Denis, on s'est beaucoup entraîné au stade Charletti. À l'époque, il y avait le rugby qui s'entraînait au milieu du stade. Quand vous êtes voyant et qu'il y a un ballon qui arrive, vous arrivez à éviter le ballon, vous évitez les gros bébés qui arrivent sur vous, qui sont prêts à récupérer leur ballon quand il arrive sur la piste. Mais là, quand vous êtes deux, vous ne pouvez pas le faire. Et soit le guide, il a cette prévoyance et il parle à la personne qui veut venir prendre le ballon, ou soit il a le réflexe de voir le ballon arriver, d'accélérer, de taper dans le ballon pour le renvoyer sur le terrain, tout ça en courant. Ou alors, la dernière chose, si jamais il a la possibilité de me faire éviter le ballon. Mais tout ça sans forcément me le dire. Parce que s'il me le dit, ça va forcément mettre une sorte de crispation. Et ça, c'est un travail qu'on met très longtemps à mettre en place. Et la confiance, moi je vais dire avec Denis, je peux marcher. On a fait des stages comment on appelle ça, c'est des stages de cohésion de groupe en montagne, en plein hiver, avec une balade en raquette. Et on était au bord de précipices de 50-100 mètres. Et il me faisait passer sur les trucs. Quand on avait passé les précipices, le guide lui dit « Mais comment tu fais ?» Le guide de haute montagne lui dit « Mais comment tu fais ?» Parce que là, il était au bord du truc, il aurait pu tomber. Et Denis lui dit « Mais je lui dis pas, justement. Plus je vais lui dire, plus il va se crisper et plus on risque d'être dans l'accident. » Et c'est comme ça, en fait, c'est la totale confiance qui s'impose entre nous. Et plus il va y avoir de la confiance, plus l'athlète et le guide vont pouvoir travailler ensemble. Et quand il a confiance, elle s'instaure sur un stade, mais elle s'instaure aussi en dehors du stade. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se connaître en dehors du stade. Parce que le guide et l'athlète, quand ils vont en compétition, si c'est une compétition dans la journée, il n'y a pas de souci. Ils vont faire la course, tac, c'est terminé. Par contre, quand on se retrouve au championnat du monde, voire aux Jeux paralympiques, c'est 15 jours, 3 semaines, voire un mois ensemble. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si vous ne vous entendez pas, si vous ne vous connaissez pas, forcément, il va y avoir des problèmes entre vous. Donc, on a dit travail, confiance en soi, confiance en l'autre. Voilà, beaucoup d'écoute aussi. Beaucoup d'écoute. Voilà quelques clés de la réussite. Aladi, on vous retrouve aussi au cinéma en 2010. Voilà, est-ce que, oui, ça vous rappelle quelque chose? Alors, oui, on ne me retrouve pas tout à fait au cinéma. Alors, c'est une histoire qui est... c'est une belle histoire. En fait, La ligne droite, c'est un film qui a été réalisé par Régis Varnier. La genèse de ce film se trouve au moment des championnats du monde de 2003 à Paris. Pendant ces championnats du monde, en fait, Régis fait un documentaire sur 3 athlètes, Hicham El Guerrouj, Haïlé Djebre-Selassie et Heike Drechsler. Donc, il est là pour les filmer. Et le jour où il filme un entraînement des Éthiopiens au stade Charletti, pendant les séances d'entraînement ouvertes aux athlètes et ouvertes au public, Régis nous voit courir avec Denis. On fait notre dernier entraînement parce qu'on est là pour... Pendant les championnats du monde de Paris 2003, en fait, il y a une démonstration sur 400 mètres. Non-voyants, il y a d'autres démonstrations pour les personnes en fauteuil,
il y a des personnes amputées, et voilà. Et donc nous, on vient pour faire notre dernier entraînement avant cette course, et Régis nous voit courir. Et le cadreur de Régis vient me voir, c'était un ancien cadreur de France Télévisions, qui m'avait filmé 3 ans auparavant à Sydney. Et il me dit, voilà, Régis voudrait te rencontrer parce que il voudrait te parler d'une idée qu'il a eue, voilà. Et donc, on parle un petit peu avec Régis, qui me dit, ben moi j'aimerais bien faire un film sur le handisport, je ne sais pas encore quoi, hein. Soit un film, soit une fiction, soit un documentaire, je ne sais pas. Et 6 ans passent, et au bout de 6 ans, on m'appelle, on me dit Régis Barnier cherche à te contacter. Et quand on parle avec Régis, il me dit ben voilà, j'ai l'idée de faire une fiction. Est-ce que tu serais prêt à être là? Et moi je lui dis je veux bien être là, mais je ne suis pas acteur. Il me dit bon bah ok, mais on peut faire venir des acteurs, on prendra des acteurs et puis on fera. Donc il m'explique la fiction et il fait un casting et il me demande avec Denis d'être conseiller technique sur le film. En fait moi à la base je suis conseiller technique sur le film. Je travaille avec les acteurs autour du handicap visuel, comment celui qui va jouer le rôle de l'aveugle, comment il est, comment il doit agir et réagir. Et en fait, on travaille avec les acteurs pendant 3 mois et le début du film, le début du tournage commence. Et au début du tournage, moi j'avais eu quasiment tout le scénario, sauf la fin. Et Régis vient me voir et il me dit ce qui serait bien, c'est que tu sois dans le film. Et moi, je lui dis, je veux pas être dans le film parce que je suis pas acteur. J'essaye voilà. Et quand il y a une caméra et que je sais que je suis filmé, je suis moins à l'aise que si je suis filmé que je ne sais pas. Donc il me dit, mais non, mais ça va être vite fait. Si on fait 2-3 scènes ensemble, machin, au départ, je veux pas. Et donc il me dit, alors juste une scène où on te voit courir. Tu dis une phrase et je dis ok. Sauf que la phrase qui me fait dire déjà, elle est super dure. C'est pas du tout mon genre. Et il me dit non, mais c'est bon, ça va, c'est pour le film. Donc voilà. Je dis ok. Bah, donc je tourne cette petite séquence. Et quand la séquence est tournée, il vient me voir et me dit alors tu sais que la fin du film, elle est tournée au Stade de France pendant le meeting Areva. Et donc, c'est une course qui va être faite. Et ce qui serait bien, c'est que tu sois sur la course. Et là, je lui dis non. Non. Et il me dit si. Alors, j'ai négocié. Je lui dis ouais, je veux bien être sur la course, mais il faut que je gagne. Mais il n'a pas voulu me faire gagner. Bon, j'ai quand même fait le tournage et c'est comme ça qu'on me voit dans le film. Mais sinon, c'est pas du tout. J'ai pas du tout de rôle et surtout, c'est pas du tout mon histoire. Parce que souvent, on pense que c'est mon histoire qui est racontée. Mais c'est pas du tout mon histoire. C'est juste que Régis a utilisé à la base un peu mon histoire et puis certaines phrases que je lui ai dites en tant qu'athlète qu'il a utilisées pour le tournage, pour le film. Mais c'est pas du tout moi en fait. Merci. Après, oui. Juste ce que je voulais dire, c'est que l'acteur effectivement, quand les gens me connaissent, ont l'impression que c'est moi parce qu'il a les mêmes mimiques que moi en fait. Ouais. C'est juste ça. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Aladji, on arrive bientôt à la fin de cette émission. On a du retard même pour dire. Alors, quel regard portez-vous sur votre parcours pour finir? Je suis fier d'avoir fait ce que j'ai fait. On a toujours un peu de regret quand on termine 2e ou 3e. Mais je suis fier de faire ce que j'ai fait. Et puis surtout, je suis fier parce que l'idée de transmission que j'ai eue au départ, je la continue aujourd'hui autrement, parce que je fais des interventions un peu dans les écoles, les entreprises pour parler du handicap et faire comprendre ce qu'est le handicap et à travers le sport. Mais surtout, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque, moi, quand je rentre en équipe de France, comme j'ai expliqué, c'est qu'on n'avait pas d'athlètes non-voyants qui étaient en équipe de France, qui avaient fait les Jeux et les championnats.
Et chez les déficients visuels, on est 3 à faire partir des premiers championnats du monde, de ces championnats du monde. Aujourd'hui, les déficients visuels se battent pour pouvoir rentrer en équipe de France, pour être sélectionnés en équipe de France. Et je trouve ça bien parce que au moins, c'est une sorte de représentation. Aujourd'hui, on a Timothée Adolphe qui est un des meilleurs performeurs sur 400 mètres. On a Trésor Makunda qui a été multiple médaillé aux Jeux, aux championnats du monde sur 200, 400 mètres. C'est des personnes qui ont commencé l'athlète après moi, mais avec qui j'ai travaillé aussi à l'époque. C'est le dernier mot ? Non. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez encore rajouter? Parce que là, on est vraiment, vraiment en retard. Est-ce que vous avez un autre message à adresser? Non, faites du sport, tout simplement. Ça, c'est Faisons du sport, voilà. C'est ça. Merci beaucoup, Aladji, pour ce partage d'expérience. C'est la fin de Résilience. Nos salutations à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis Touba, au Sénégal. Exactement.